Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique. Aujourd'hui, revue de presse, et cette semaine, je vous emmène entre mémoire urbaine, patrimoine et architecture contemporaine. On va parler d'expositions qui interrogent la montée et la chute des villes, on va parler des récits d'un architecte qui travaille, lui, sans outils numériques, et puis on va aussi passer par la tradition des dieux des portes qui sont peints, donc sur les portes notamment des temples taïwanais, et on va aussi terminer sur des projets architecturaux récents à Taipei et dans les paysages montagneux de cette magnifique île qu'est Taïwan. Ces articles vont venir dresser un panorama un petit peu contrasté, mais on va dire cohérent entre la relation entre espace, culture et société à Taïwan. On y va. On va commencer avec une exposition. Tiens, on va changer. D'habitude, j'en parle à la fin des émissions, mais là, on va commencer par ça. Fallenstadt, la montée et la chute des villes à Taïwan. C'est le sujet d'une exposition qui se déroule à partir du 21 mars et jusqu'au 12 juillet 2026 dans la capitale Taipei au musée JUT. Je vous en ai beaucoup parlé de ce JUT Museum qui fait beaucoup de place maintenant à l'art contemporain, mais qui a aussi fait énormément d'expositions sur l'architecture. Et bien là, cette fois-ci, ça vient interroger le destin des villes à travers le temps. On vient en parler de questions de temporalité. L'exposition vient explorer la manière dont les cités émergent, prospèrent, se transforment et parfois déclinent. On oublie un peu d'en parler, mais effectivement, les villes peuvent décliner, peuvent être en faillite. Ça arrive dans certains pays nord-américains notamment. Et le projet vient mettre en perspective des exemples historiques et contemporains pour analyser les mécanismes de croissance urbaine, mais aussi les fragilités qui sont inhérentes au système urbain. Quand on regarde dans l'histoire, effectivement, il y a eu des grandes villes à travers l'histoire qui ont été des villes mondiales énormes. On a tendance à l'oublier. Si on va par exemple à Siem Reap avec ses grands temples d'Angkor, eh bien, ces villes-là étaient des villes avec des milliers de personnes qui ont périclité pour des raisons parfois surprenantes. Là, si je vous parle d'Angkor, c'était avec un problème d'eau, d'approvisionnement en eau qui a fait péricliter la cité. Pas que, mais en tout cas, c'est en grande partie. Et bien là, ici, on va questionner tout ça avec des maquettes, des documents, des analyses et des installations. L'exposition vient poser une question centrale. Qu'est-ce qui fait qu'une ville survit à travers le temps? Ou au contraire, qu'est-ce qui fait qu'une ville va finir par disparaître un jour? Plusieurs pistes de réflexion sont amenées, etc. Ça invite à réfléchir à la question de planification, à la gestion des ressources qui est quand même centrale, aux dynamiques économiques et sociales qui sont parfois au-delà, qui vont largement au-dessus. Quand il y a des conflits entre pays et qu'une ville vient péricliter à cause d'un conflit, eh bien, forcément la ville n'y peut rien, mais en tout cas il y a des choses qui se posent quand même comme question. Et puis ça vient aussi forcément parler des facteurs environnementaux qui vont venir jouer un grand rôle, l'approvisionnement en nourriture, en eau, ce genre de choses qui viennent jouer, ou tout simplement des ressources à proximité qui faisaient la richesse de la ville et qui vont ne plus être aussi importantes ou alors épuisées. Donc c'est intéressant, et donc dans le contexte taïwanais, c'est une réflexion qui résonne particulièrement. L'île connaît en effet une forte densité urbaine dans ses villes, notamment sur la partie ouest de Taïwan ou dans le nord du pays. Il y a une pression foncière qui est extrêmement importante, on en parle souvent dans l'émission, le prix de l'immobilier est délirant, on peut le dire clairement à Taipei. Et puis il y a une constante adaptation nécessaire face aux défis climatiques, notamment avec les changements climatiques, les événements climatiques qui sont encore plus violents qu'avant, mais aussi la chaleur urbaine et ces gros îlots de chaleur urbains qui peuvent avoir lieu notamment dans les capitales et qui nécessitent des climatisations à foison. Eh bien voilà, Fallenstadt ne propose pas seulement une réponse unique, mais vient apporter une espèce de cadre de réflexion dans laquelle la ville n'est pas seulement un acquis permanent, mais un organisme vivant, vulnérable et puis dépendant forcément de choix politiques, économiques, mais aussi culturels. On va vous parler, je vous parle dans un autre article, cette fois-ci, d'un architecte qui ne veut pas utiliser d'outils numériques. C'est un article de Commonwealth Magazine qui publie un portrait intitulé Off the Grid, la journée d'un architecte sans Google Maps. C'est assez amusant. Ça retrace le parcours d'un architecte qui choisit de travailler sans recours aux outils numériques de navigation et qui préfère, lui, une approche directe du territoire, une démarche qui implique notamment de parcourir physiquement les lieux, d'observer les paysages sur place, de comprendre les contextes locaux, sans, ce qui est dit un peu avec un terme un petit peu lourd, l'intermédiation permanente de la cartographie digitale. En gros, qu'il n'y ait pas un intermédiaire numérique dans le digital. Alors cet architecte, comment il s'appelle ? Il n'est d'ailleurs même pas seul dans l'article. Alors c'est
Ching Cheli, il est avec son ami Henry Wang et ils se sont lancés dans ce qu'ils ont appelé donc leur voyage analogique. Ils se promènent quand même avec un véhicule, hein, ils sont pas à pied non plus, ils ont quand même de la technologie avec eux, faut pas l'oublier. C'est juste qu'ils veulent essayer d'éviter le numérique. Et ils se promènent à travers Taïwan en observant les plages, voilà, etc. Et leur communication va se limiter avec des talkie-walkie et la navigation repose sur des cartes en papier. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner un petit peu du relief, des routes, des paysages, ce genre de choses, et pour essayer d'encourager voilà, une meilleure compréhension, un meilleur rapport là-dessus. Il évoque dans cette interview un écrivain, Wei Xiong-chan, qui décrit cette approche comme une désorientation créative. Donc sans plan, les voyageurs ont le temps de traiter leurs pensées. Ça vient ralentir l'esprit et ça va venir permettre de retrouver un petit peu le calme. Il y a un petit peu un esprit dérive situationniste à la Debord, si vous connaissez un petit peu les tensions, sans l'aspect un petit peu onirique qu'il peut y avoir avec la consommation de certaines substances très dangereuses pour la santé. Donc voilà, je vous invite à lire cet article pour réfléchir un petit peu au temps nécessaire pour apprécier les villes et l'architecture et même les paysages taïwanais, embarquer avec cet architecte qui est quand même aussi surtout un écrivain et une personnalité publique. Donc je vous invite à aller voir l'article sur le site internet d'RTI. On continue avec quelque chose d'un petit peu différent. Là, cette fois-ci, on va parler de quelque chose qu'on voit souvent à Taïwan, qui est superbe et qu'on décrypte quand même assez peu. Les fameux dieux qu'on retrouve sur les portes d'entrée des temples, ces gardiens qui sont peints, un véritable patrimoine vivant, entretenu avec plein de sens. Alors, on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail de ces gardiens des portes, puisqu'il faudrait plusieurs émissions sur le sujet, je pense, pour traiter toute la profondeur et toutes les significations que ça peut représenter à Taïwan. Mais il y a Taïwan Panorama qui a publié 2 articles consacrés à ça, qui sont très intéressants. Ça vient présenter ces divinités protectrices, donc qui sont peintes sur les temples, les portes des temples, et aussi parfois sur les portes de certaines habitations traditionnelles. Alors il y a 2 articles. Le premier décrit la richesse visuelle de ces figurines colorées. Ça vient décrire les représentations. Elles sont souvent placées par paire, hein, ces gardiens sont souvent par paire. Et ça vient incarner des généraux ou des divinités chargées de protéger les lieux contre les esprits malveillants. Et donc il y a leur iconographie qui est codifiée, toutes les expressions, les armures, les postures, les couleurs ont chacune une signification que décrit avec une certaine précision l'article. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a un autre article qui, là, lui, est plutôt... qui vient approfondir encore plus cette dimension symbolique et vient expliquer comment les figures s'inscrivent dans la tradition taoïste, mais aussi populaire, où la porte de ces lieux n'est pas seulement un seuil architectural, mais c'est bien un espace de transition spirituelle. On ne vient pas seulement rentrer dans un bâtiment, on vient rentrer dans un lieu de spiritualité. Et c'est intéressant de revenir un petit peu sur cette profondeur marquée notamment à la fois par le symbolisme de l'architecture, mais aussi par ce dessin de ces gardiens qui ont plein de choses à raconter en fonction de ce qu'ils portent sur eux, qu'ils représentent, etc. Et donc les artistes qui sont spécialisés dans cet art perpétuent des techniques très précises qui viennent mêler du dessin minutieux avec des pigments. Et les articles soulignent aussi la fragilité de cette tradition qui fait face au temps. On parlait de l'érosion du temps des villes au début de l'émission. Et bien là, c'est un petit peu ça. Il y a des rénovations modernes et une disparition progressive de certains savoir-faire qui questionnent sur la continuité de la spiritualité à travers les âges, etc. ou son renouvellement. C'est au choix. On peut le voir de différentes manières. Et donc voilà, donc je vous invite à aller voir largement ces articles sur les dieux des portes, ces gardiens des portes, qui deviennent donc plus qu'un décor, représentent aussi un patrimoine vivant et une mémoire visuelle qui s'inscrit dans l'architecture patrimoniale ancienne, mais aussi dans ce qui se fait aussi de manière contemporaine. On va s'intéresser aussi un petit peu à ce qui se passe donc dans le contemporain. On va faire un bond dans le temps. Taïwan et notamment la capitale Taipei revient souvent sur le site internet Archdaily, qui est un site internet qui relaie beaucoup d'articles sur l'architecture, notamment la communication des architectes. Et la ville de Taipei a sa section entière, donc des articles qui sont plus ou moins récents. Et récemment, il y a eu un projet qui a été mis en avant, qui date un petit peu d'il y a quelques années, mais qui a été republié récemment pour mettre en avant l'architecture taïwanaise. Donc il s'agit du projet des bureaux de Waterfront Design. Donc ça a été réalisé par l'agence éponyme Waterfront Design. Ça se situe dans un contexte urbain dense de la capitale
Et donc cet espace entre le logement et le bureau vient mettre en avant une approche centrée sur la fluidité des espaces. C'est comme ça qu'ils essaient de le mettre en avant, leur concept et leur vision de l'architecture. Le travail sur la lumière naturelle et sur la relation entre l'intérieur et l'extérieur. L'idée, c'est de venir ouvrir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et donc dans tout ça, les architectes ont travaillé pendant plusieurs mois pour essayer de comprendre l'essentiel de leur vision. Donc ils ont réduit ce qu'on se trouve à l'intérieur au maximum. On est dans une espèce d'esprit less is more avec. Donc on met en dehors l'exhaustivité et ils sont aussi sur cette notion d'intuition nourrie par le terrain. Donc voilà, on s'imprègne du bâtiment, de l'espace qui est offert pour travailler. Et donc ils ont travaillé sur l'agencement qui est défini dès le départ, tandis que les 30% restants, se sont plutôt laissés sans fonction précise. Voilà, ils ont voulu décider de l'organisation d'un bureau et de laisser de la place à, on va dire, à une espèce de spontanéité par les occupants. Et ça permet à la lumière de rentrer correctement, mais aussi au comportement, aux ambiances, de façonner l'espace et d'éviter de le figer dans une forme de dessin beaucoup trop brutal, bourré d'objets, bourré d'activités. Bon, derrière toute cette communication, quand même, on est sur des choses relativement courantes dans le domaine de l'architecture, mais c'est quand même voilà, une vision, une position. Puis les bureaux sont relativement beaux. On a un projet qui joue sur des ouvertures, des matériaux sobres, on a des matériaux très, très, très clairs, une organisation spatiale qui est flexible, on a des grands espaces avec une espèce d'immense effet marbre au sol, avec des grandes plaques de marbre, des murs plutôt blancs, et puis un traitement des matériaux pour le reste, justement, du bois et du marbre. Voilà. On privilégie aussi des grands environnements de travail ouverts, lumineux et adaptables. En gros, on laisse beaucoup d'espaces vides et quelques espaces de bureau pour jouer sur cet esprit de grandeur, d'ouverture. Encore faut-il avoir les moyens d'avoir un bureau relativement grand pour pouvoir jouer là-dessus et pour ne pas avoir à entasser ses salariés, comme j'ai pu le voir dans certaines agences d'architecture qui sont confrontées au prix du logement, plutôt du prix de location des bureaux, au prix d'achat des bureaux, et qui du coup se retrouvent avec des open space hyper denses. Quand on regarde les photos, très sincèrement, les architectes expliquent vouloir travailler sur un cadre ouvert, fonctionner comme un musée, qui laisse place à l'expérimentation, la documentation, les œuvres, etc. Et que les matériaux viennent servir de toile de fond. Et donc le sol étant très précisément en serpentinite. Alors la serpentinite, qu'est-ce que c'est ? C'est une roche constitué donc en grande partie de serpentine. Et là, il y a un effet très gris foncé avec des traces blanches. Ça ressemble beaucoup à du marbre. Et donc, c'est très beau. Alors, j'aime beaucoup mettre des pincettes avec ce genre de bureau, puisque quand on regarde les images, on se demande exactement où est-ce que les employés travaillent. Est-ce que on a cet aménagement superbe de bureau sublime avec des grands espaces, etc. Sur les photos, on voit quasiment pas une chaise, donc on se demande où est-ce qu'on met les ordinateurs, où est-ce qu'on s'assoit, où est-ce qu'on travaille. Est-ce que c'est des photos pour la communication, puis après derrière on réaménage une fois que les photos ont été faites? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, on a une superbe salle de réunion, on a des super bureaux. On observe quelques recoins qui ne sont, pour le coup, pas vraiment à la lumière de bureaux un petit peu intimistes dans des cadres en bois avec des chaises un petit peu mis à l'écart pour avoir une espèce de confort, de bulle de travail. Sauf qu'on se prive un peu de la lumière. Donc voilà, on a cette communication et puis ces images qui disent un petit peu la réalité. Donc je vous invite à aller voir pour... peut-être qu'un petit peu questionner les choses entre ce qu'on raconte, ce qu'on montre en photo et puis le fonctionnement réel de ce qui se passe concrètement une fois que le monde du travail reprend ses droits. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. C'était Clément Tricot. On présentait une nouvelle revue de presse pour la ville en pratique. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.